tout d'abord vous dire que pour moi c'est un plaisir, même si c'est, je dois avouer, au pied levé que je viens ce soir. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être ici finalement, pour me retrouver dans ce qui fut il n'y a encore pas très longtemps dans ma maison. Je ne parle pas de l'hôtel, mais je parle du syndicalisme européen. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans un autre rôle en étant parlementaire européen pour le parti centriste belge, le CDH, et dans le cadre du groupe PPE, mais ce mandat, je tiens à l'assumer avec ce que je suis, c'est-à-dire mon histoire, qui est une histoire syndicale, qui est aussi l'histoire de quelqu'un qui investit dans le comité économique et social européen. Donc je pense qu'il faut d'abord regarder le résultat des dernières élections européennes. Ce résultat doit nous interpeller parce qu'il nous montre clairement qu'une partie de plus en plus grande des citoyens européens ne croit plus au projet d'avenir européen. Et donc, ça doit être notre ambition de réconcilier les citoyens avec ce projet. Mais pour réussir, pour rencontrer ce défi, nous devons absolument redonner à l'Europe son visage social. L'Europe est à un tournant. Et Jean-Claude Juncker a, je trouve, eu la bonne expression en disant « Nous avons notre dernière chance ». En son temps, il y a pas mal de temps, le chanteur Renaud, par exemple, expliquait que pour combattre l'extrême droite, il fallait d'abord réparer les cages d'ascenseur. Eh bien, j'ai la conviction que pour combattre l'euroscepticisme, pour rendre espoir aux Européens, il faut d'abord leur permettre d'accéder à un emploi de qualité. Et nous devons effectivement, et Jean-Claude Juncker de nouveau l'a dit, c'est son programme, donner un nouvel élan significatif à la politique européenne, à la politique de l'emploi, à la croissance, au développement des investissements, pour faire finalement en sorte que le modèle social européen reprenne tout son sens. Le cercle vicieux du chômage et de la dégradation de la qualité des emplois est renforcé par les incertitudes qui pèsent sur le futur immédiat. Cela affaiblit les perspectives européennes pour la croissance et la façon d'équilibrer les politiques fiscales et sociales qui sont engendrées par la crise. Les pressions continuelles de la mondialisation et de la crise économique ont mis le dialogue social sous pression. Depuis 2008, les institutions européennes ont accordé la priorité à la résorption de la crise financière et des déséquilibres budgétaires, alors qu'en parallèle, le chômage et la précarité se sont développés. Cette situation n'est pas sans lien avec le désintérêt dont j'ai parlé tout à l'heure, voire le rejet des populations à l'égard de la construction européenne qui ne tiendrait pas suffisamment compte des difficultés sociales réelles rencontrées par les citoyens. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, et je ne vais pas reprendre les chiffres du niveau du chômage, mais on voit à quel point il a pu progresser avec des différentiels importants d'un pays européen à l'autre. On voit aussi à quel point le taux de pauvreté et le risque d'exclusion sociale s'est développé en Europe. Aujourd'hui, eh bien, les populations exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale dans l'Union européenne sont passées de 114 à 124 millions entre 2009 et 2012. Ce qui veut dire clairement que l'Europe s'est éloignée de son objectif de diminuer de 20 millions le nombre de personnes en situation de pauvreté d'ici 2020. Dans son discours d'investiture au Parlement, le président de la future Commission a clairement marqué les balises pour un nouvel élan pour l'Europe. Son programme, il est clair. Ce dont nous avons besoin, c'est d'emploi, c'est de croissance, c'est d'équité et enfin de changement démocratique. Et l'Europe n'a pas le droit de sacrifier sa principale richesse. Pourtant, c'est cela dont on peut craindre aujourd'hui, parce que notre principale richesse, c'est la jeunesse. Et cette génération, elle est en train d'être sacrifiée sur l'autel du chômage. Ce qui veut dire que la lutte contre le chômage des jeunes doit être la priorité des priorités. Alors c'est clair, la lutte du chômage des jeunes, elle est déjà entamée au niveau de l'Union européenne, avec notamment la garantie jeunesse, qui est une pierre angulaire pour l'action communautaire, qui demande aux États de mettre en œuvre toute une série de choses pour faire en sorte que les moins de 25 ans
qu'ils soient inscrits ou non au chômage, aient droit à un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation continue dans les 4 ans qui suivent la fin de leur scolarité ou la perte de l'emploi. L'initiative Emploi des jeunes et le Fonds social européen apportent aussi un soutien financier à la mise en œuvre de cette garantie. D'autres actions, comme un cadre de qualité pour les stages et une alliance européenne pour l'apprentissage, complètent, je pense, cette panoplie développée au niveau de l'Union. Mais on va devoir suivre la mise en œuvre effective et l'efficacité des plans nationaux dans le cadre de cette garantie jeunesse. Ce fut d'ailleurs un débat qu'on a eu dernièrement à la dernière session du Parlement à Strasbourg. Aussi, l'investissement dans l'éducation constitue un enjeu essentiel pour soutenir la croissance à long terme. La capacité d'évolution de la structure économique des États membres dépend largement de la présence d'une population mieux formée et capable de s'adapter aux innovations. Le rôle de l'éducation est fondamental dans la croissance et il a été retenu par des objectifs quantitatifs. Au niveau du taux d'abandon scolaire, on a pu ces derniers temps constater une augmentation des résultats. Mais cette augmentation de la moyenne cache une très forte disparité dans les situations nationales. Et je suis convaincu que la lutte contre l'échec scolaire, la lutte contre l'exclusion scolaire est un rempart contre l'exclusion et la pauvreté. Cette lutte, elle fait partie de la stratégie Europe 2020, mais nous devons l'approfondir, nous devons la dynamiser. C'est une stratégie que nous devons améliorer. Un autre point d'intérêt est la lutte aussi contre le chômage de longue durée. Il faut qu'on poursuive et amplifie les initiatives qui sont prises en matière de lutte contre le chômage des jeunes, mais aussi contre le chômage de longue durée. C'est un chômage qui touche beaucoup trop de personnes aujourd'hui. Et ça doit être, et on doit avoir vraiment à l'esprit que ce chômage de longue durée est un véritable massacre par rapport aux situations personnelles que vivent les gens. C'est aussi quelque chose de terrible en termes de coûts économiques pour la société. Et donc, pourquoi pas se proposer un nouvel objectif quantitatif sur la réduction des chômeurs de longue durée. Et par exemple, de dire qu'il faut les réduire de 50% d'ici à 2020. C'est un objectif qui pourrait coexister au travers des autres objectifs qui sont ceux de la politique européenne en matière d'emploi. C'est une initiative qui peut d'ailleurs tout à fait être cumulée avec ce qui existe au niveau de la garantie jeune et notamment des fonds qui y sont consacrés. Enfin, la création d'emplois de qualité passe par la dynamisation des politiques de formation et dans un plus grand investissement dans la recherche et le développement. Ces deux éléments doivent aller de pair si nous voulons relever le défi des emplois et de l'économie de demain. J'ai l'intime conviction qu'une partie de la réponse se trouve effectivement dans la mise en œuvre des systèmes de formation en alternance. Pour faire reculer la pauvreté, pour développer l'emploi, pour construire les entreprises de demain, nous devons nous appuyer sur la capacité des acteurs de terrain, c'est-à-dire sur la capacité des partenaires sociaux, des représentants des employeurs et des travailleurs salariés, car à partir de leur divergence, ils ont déjà prouvé dans le passé leur capacité de construire des solutions communes qui sont bénéfiques pour tous, pour les uns et pour les autres. Et donc pour ça, il est absolument nécessaire de redonner un espace, un réel espace au niveau européen à la concertation économique et sociale. Or, je suis convaincu que la conférence que vous ouvrez aujourd'hui va pouvoir amener des contributions qui vont permettre d'alimenter cette dynamique. Alors, permettez-moi simplement de conclure en partageant avec vous ma vision, modeste certainement, du rôle des responsables politiques. Ils doivent, j'en suis convaincu, être à la fois ambitieux et modestes. Ambitieux pour construire et proposer une vision porteuse d'un avenir meilleur, mais modeste aussi, en gardant en permanence la conscience de la nécessité de s'appuyer justement sur l'expérience des acteurs de terrain
que sont les partenaires sociaux. Alors, et c'est la dernière chose que j'ai envie de vous dire en termes de rêve, en prenant peut-être une référence quelque peu rurale, mais je viens d'une région rurale, mais ce que je souhaiterais en tous les cas que nous soyons capables de faire ensemble, avec les partenaires sociaux, avec le syndicalisme européen, avec les groupes politiques, c'est de tracer un sillon en accrochant notre charrue aux étoiles. Merci.